Au rythme de la maladie, une expérience sonore en 5 temps, orchestrée par des universitaires en master de psychologie clinique. En réalisant nos podcasts, nous avons pu rencontrer différents intervenants sensibles à la sonorité musicale, que ce soit des musiciens et artistes professionnels, des professionnels du soin et parfois des personnes autodidactes qui ont trouvé à un moment donné une aide grâce à un support musical. Cette même passion que nous partageons maintenant a aussi laissé place à des rencontres sonores sur nos lieux de stage. Un patient nous confie que la passion musicale lui fait bouger les tripes. Pour lui, la musique fait vivre. Elle fait penser au passé, au présent et pourquoi pas au futur. Ce patient exprime un futur avec le sourire aux lèvres et réjoui au moment de jouer une improvisation de percussion. Lorsqu'un psychologue stagiaire rencontre un patient au travers la musique, par le partage du sonore, c'est ce passage que vous entendez maintenant. Ces expériences contribuent à l'apprentissage de chacun, et dans ce cas notamment au patient de trouver un espace d'expression par le sonore, espace qu'il n'investit plus depuis quelques années. Dans ce lieu d'improvisation, c'est un véritable travail d'engagement qui se crée avec le patient. Terveau nous explique que l'improvisation est une étape importante dans l'apprentissage. La musicothérapie permet d'apprendre à utiliser différents instruments. Pour les adolescents, par exemple, cette étape peut être étrange car cela peut donner l'impression de redevenir un petit ou un amateur face à l'objet investi, celui de l'instrument. Cet investissement est une étape qui peut être difficile puisque l'adolescent se retrouve face à un objet nouveau qu'il ne peut pas maîtriser ou comprendre immédiatement. L'importance de la musicothérapie porte alors sur la relation thérapeutique entre thérapeute et adolescent et aussi entre adolescent et instrument. Cette double attention doit être portée par le thérapeute pour construire une alliance thérapeutique. Terveau nous dit : l'alliance va permettre à l'adolescent d'investir ses fantasmes chez le musicothérapeute, la musique et l'instrument en tant que bon objet. La structure musicale permet à l'adolescent de se sentir en sécurité et de garder un cadre de sa régression. La musicothérapie peut aussi être un support intéressant dans le travail fait en équipe pluridisciplinaire. C'est par exemple l'étude de O'Donoghue et ses collègues travaillant auprès d'adolescents qui bégaient que les musicothérapeutes se servent de la musique comme médiation pour accompagner le travail effectué par les orthophonistes. Il arrive donc que plusieurs professionnels puissent participer aux séances lorsqu'une préparation est faite en amont, afin de construire le cadre adapté en fonction des patients concernés, qu'ils soient adolescents ou non. Pour mieux comprendre ce cadre de travail en musicothérapie, nous avons pu rencontrer Lara Wakim, musicothérapeute, qui nous explique plus précisément son travail. Alors, ce que je fais en premier, c'est que je vais recevoir la demande et je vais essayer de la comprendre et essayer de comprendre un petit peu sur quoi je vais travailler. Mais généralement, dans le trauma, il y a des étapes quand même qui sont à l'identique chez toutes les personnes qui ont subi un trauma ou un choc. Et donc, je vais prendre en compte dans quelle étape on est. Est-ce qu'on est vraiment dans la sidération? Est-ce que on est en termes de période, on est éloigné, on n'est pas éloigné du choc? Qu'est-ce qui a été travaillé en parallèle? Les suivis qui sont mis en place? Est-ce qu'il y a eu des suivis ou pas? Voilà. Donc, je vais essayer de repérer la demande. Notre objectif premier, ce n'est pas forcément d'aller dans ce sens-là. Notre objectif, ça va être en musicothérapie, c'est de travailler sur le côté plutôt créatif, le potentiel qui est encore vivant, qui est encore dynamique, qui est encore vibrant. Et donc, on va travailler sur ce potentiel qui est encore en mouvement, en fait, pour réparer un côté. Réparer, c'est un mot qui est un peu fort, mais en tout cas, pour venir en aide, si j'ai envie de dire, à une partie qui est un peu plus défaillante, à une partie qui est un peu plus, plus dérangeante, handicapante, etc.
Donc là, on va mettre en place, par exemple, selon les objectifs qu'on travaille, ça peut être autour de l'écoute musicale, comme ça peut être autour de l'improvisation musicale ou des jeux, des fois musicaux qui sont assez directifs. Ça veut dire des consignes très, très claires de ce qu'on va faire. Après, quand il s'agit de musicothérapie active, là, on est plus dans l'improvisation où on va inviter le patient à jouer lui-même, en fait. Et dans ce cas-là, il y a un travail d'engagement personnel qui est fait. Il y a la notion de plaisir, de faire avec les autres, de ne pas faire avec les autres, de se découvrir ses propres limites, de ce que je suis capable de faire ou pas. Voilà. Alors, si je commence par la musicothérapie active, c'est une méthode qui va demander au patient d'être impliqué dans le travail musical. Donc, lui, il fait avec moi ou avec les autres. Des fois, le musicothérapeute participe, des fois non. Si c'est en groupe, il peut ne pas participer. Comme nous le précise Lara Wakim, cela peut se faire avec les autres. C'est le cas de nombreuses musicothérapies qui sont proposées en groupe. Dans ce cas, Lecourt et Julien nous éclairent sur ce qu'il faut penser pour aménager ce cadre. La création du dispositif de communication sonore demande une certaine rigueur dans la pensée du cadre. Elle demande une concentration sur une modalité relationnelle, sensorielle, permettant une analyse fine. Cette communication s'effectue par la libre association, sous ses formes sonores et verbales, qui amènent un travail relationnel à deux à l'intérieur du groupe. Lara Wakim nous précise maintenant la clinique qu'elle est amenée à rencontrer, celle des addictions et du psychotrauma, notamment dans le milieu carcéral. Ils vont être à la demande de ça, mais en même temps, ils peuvent être à la demande de tout ça parce que c'est leur moyen de sortir de la cellule. C'est leur moyen de ne pas être isolés. C'est leur moyen de montrer aux juges qu'ils font un travail quand même personnel et qu'ils mettent les choses en place pour qu'ils aient, par exemple, qu'ils puissent, par exemple, avoir des aménagements de peine. Donc, on est un peu dans tout ça dans notre cadre de travail. Mais qu'est-ce que ça apporte, la musicothérapie? La première chose qu'on peut entendre de nos patients, c'est que là, on arrive à s'exprimer. Que là, on se sent on n'est plus en prison, on n'est plus là en fait. On voyage, on vit dans un autre monde. On a l'impression d'être en famille, on a l'impression d'être avec des amis, on a l'impression d'être avec des gens qui sont bienveillants, etc. Dans un cadre carcéral, ce cadre thérapeutique est vraiment très bienveillant. Ce qui fait que ça les fait déjà ça établit une relation de confiance, une relation assez sécure qui va leur permettre d'entamer une thérapie. Après, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que la musique leur permet ne les oblige pas à parler de leur souffrance. Donc, ils se sentent un peu à l'abri de ça. On n'est pas obligé de le faire. La plupart du temps, ils nous disent, oui, mais on a vu tel psychiatre ou tel psychologue et ça passe pas forcément. Et donc, on n'a pas envie d'aller les voir une deuxième fois, tout simplement parce que dans la problématique des addictions, on a un vrai souci d'expression, en fait, de soi. Et en musicothérapie, ça se fait d'une manière indirecte. Ils savent pas qu'ils s'expriment. Ils savent pas qu'ils parlent d'eux-mêmes en faisant la musique, en fait. Et c'est notre rôle de musicothérapeute de pouvoir pouvoir faire le lien et aider à la prise de conscience, en tout cas, de ce qui se passe réellement dans les séances. Et on travaille beaucoup sur la thérapie de groupe, la constitution de groupe. Alors, ce qu'il faut savoir, que la musicothérapie, elle est un soin complémentaire. Ça veut dire qu'il y a vraiment tout un travail qui va être fait en parallèle. On ne guérit pas forcément du psychotrauma. Tout dépend de ce qu'on a pu vivre. Tout dépend du trauma même, en fait. Mais par contre, l'utilité de la musicothérapie, à part tout ce que j'ai listé avant, ça veut dire la confiance en soi, la reconnexion avec soi-même, avec son propre corps, surtout quand il s'agit, par exemple, des agressions sexuelles, des attouchements. Donc, on a tout un travail corporel qui se fait et on a aussi tout un travail qui est fait directement par la musique, même si on fait pas nous-mêmes un temps dédié
au schéma corporel et au travail corporel. Quand on écoute une musique, on a le corps qui agit d'une façon très, très rapide. Parce que on est disposé à pouvoir réagir avec la musique dans la seconde où la musique se met en place. Nous venons d'entendre l'importance du psychocorporel et de ce temps dont Lara Wakim nous parle, celui qu'on va dédier au corps. Car notre corps enregistre des sons, des vibrations qui aident parfois à combattre la maladie. Une étude récente, réalisée par DeWhite et Bossu en 2021 auprès de patients ayant une sclérose en plaques, explique l'importance du cadre à apporter dès le début des séances pour permettre la rencontre et aider le corps à se mouvoir. Il précise que le musicothérapeute doit prendre en compte les éléments culturels et d'identité sonore des personnes présentes, à la fois en respectant des temps de silence et de parole, mais aussi en créant un bain sonore adapté. C'est donc après avoir posé un cadre sonore avec ses patients lors d'un entretien individuel permettant d'explorer ces éléments qu'il est possible ensuite de proposer un temps d'écoute musicale en groupe. Les personnes peuvent alors s'exprimer et proposer un titre en lien avec le thème sonore écouté. En parlant de cette musique, chaque personne amène un bout d'elle-même. Ce travail contribue au sentiment d'appartenance et d'identité, mais aussi au développement de l'imaginaire et permet à chacun de se situer au sein des différents récits de vie et récits culturels. Lara Wakim nous rapporte de par son expérience certaines différences culturelles. Bien sûr, il y a des différences culturelles, mais en même temps, je m'adapte avec le public. Ça veut dire que je viens avec une technique, avec une science qui actuellement, elle est plutôt occidentale. Je l'emmène dans un pays qui est plutôt oriental, arabe. Et là, j'ai très vite senti que l'activité musicale, en tout cas avec le public avec qui je travaille, donc pas forcément, c'est pas généraliser ce que je dis, mais vraiment en partant de mon expérience, j'ai vu que par exemple la musicothérapie réceptive était plus facilement acceptée au Liban que la musicothérapie par exemple active. Et c'est vraiment petit à petit. Alors que par exemple en France, je trouve que on est capable de ramener le jeu plus facilement. Après, la différence, c'est aussi dans la langue. Donc, quand je suis avec les professionnels, je peux parler français pour expliquer ce que je fais, etc. Mais quand je suis avec le public même, je vais parler arabe. Et là, c'est différent dans la prise en charge parce que ça m'oblige à moi, en fait, c'est plus pour moi que pour les patients. Parce que dans ma manière d'être, je ne change pas en tant que thérapeute, j'ai toujours ma posture, en tout cas thérapeutique, qui est tout le temps la même. Mais c'est vrai que changer de langue, pour moi, ça devient un peu différent parce que j'explique pas les choses de la même manière. Donc, comment trouver le mot adapté pour pouvoir accompagner, et c'est assez différent de la langue française, et c'est un peu là où je trouve que c'est différent. Après, vu que je travaille avec des associations et des ONG là-bas, et le milieu carcéral aussi, on n'est pas forcément dans des établissements de soins. Donc, ça me demande plus de mise en place du projet, ça me demande un travail explicatif, un peu pédagogique, d'expliquer qu'est-ce que c'est que le cadre thérapeutique, quelles sont les exigences, à quel moment on peut considérer qu'on est en thérapie et on n'est pas en psychopédagogie et on n'est pas dans un accompagnement plus éducatif, plus occupationnel, comment l'annoncer à ces personnes, est-ce que la demande vient de ces personnes-là, etc. Donc c'est plus le cadre qui demande un peu plus d'effort à ma pratique. Roux, en 2020, présente dans sa thèse une intervention groupale psychothérapeutique dont la base théorique est davantage tournée vers la thérapie cognitive et comportementale et le modèle d'attachement, de régulation des affects et des compétences. Ce modèle suit plusieurs étapes, avec d'abord la présentation de chacun par les prénoms, puis l'évaluation du niveau de besoin sur une échelle de 1 à 10. Chaque prénom et chaque besoin sont partagés dans le groupe, puis les patients répondent ensuite à une question spécifique. Quelle est la capacité de coping qui t'aide le plus ? L'idée est de permettre aux patients de se rendre compte de leurs compétences et capacités dans un contexte de musicothérapie. Crew ajoute aussi un processus de mindfulness. C'est l'idée de permettre aux patients de se rendre compte de leurs besoins immédiats, ceci en faisant le lien avec l'échelle d'évaluation des besoins remplis au départ. Lara Wakim.
une fois on démarre la séance, on commence par un petit temps de retour à soi, d'introspection et de relaxation. Position assise, où on introduit une musique assez calme, assez contenante et assez lente, et on va synchroniser notre respiration avec le rythme de la musique, et on va se promener à l'intérieur de nous-mêmes, guidés par la voix, en tout cas, par moi-même. Je vais les guider à pouvoir se promener à l'intérieur de soi pour pouvoir vraiment faire comme créer une bulle où on va s'isoler du milieu carcéral, s'isoler des autres et faire ce travail d'introspection qui prépare la séance. Après, on a un petit temps collectif qui va nous ouvrir à l'autre. Donc, du coup, dans ce cas-là, on fait un petit jeu de prénoms les premières séances où on se présente pas verbalement, mais on se présente dans le jeu, en fait. Et ce jeu-là, c'est assez ludique et ça engage la personne directement dans un travail dans un jeu, dans un vrai jeu. Ça veut dire, il y a des fous rires, il y a des moments, c'est très convivial, c'est très ludique, ils vont très vite faire des blagues, ça va briser la glace très, très vite, en fait. Et ce jeu de prénoms va être évolutif après. Ça veut dire, sur un rythme, je présente mon prénom et tout le monde me redit mon prénom. Après, sur le même rythme, je vais poser une question à quelqu'un dans le groupe. N'importe quelle question qui me vient à l'esprit. La personne va répondre, elle va elle-même poser une question à une autre personne dans le groupe. Et ça va se jouer musicalement parlant parce qu'on est toujours sur une structure rythmique assez importante qui laisse la spontanéité et que les personnes soient un peu rapides dans la réflexion. Donc, il y a un travail de spontanéité qui se fait. Nous avons vu qu'au travers la musique et l'expérience de la rencontre, nous apprenons à nous entendre nous-mêmes, mais aussi à écouter autrui. La musique déploie l'axe de la relation en passant de la fusion à l'individuation pour aller vers la séparation et possiblement la solitude. Le cours dit: la musique est construite sur la relation entre deux sons, deux voix, deux instruments. C'est Winnicott qui explique ainsi l'importance de la qualité de l'environnement maternel pour le jeune enfant. Environnement dont le nourrisson se trouve totalement dépendant dans un premier temps, ce qui lui permet une continuité d'être. Notion de holding et handing pour les premiers soins avec la façon d'être porté, manipulé. Dans la musique, on peut retrouver cette impression d'être porté, transporté, grâce à l'espace sonore, sans contrainte physique, pour le plaisir du jeu et de la maîtrise. Nos souvenirs les plus lointains nous permettent ainsi de transcender le vécu du corps souffrant. C'est ce que dit Winnicott. L'intériorisation de ces mouvements permet à l'individu de retrouver, au long de la vie, la capacité à s'auto-stimuler et s'auto-calmer. À partir du moment où cette base est acquise, la musique permet d'être le lieu d'expérimentation sans mettre en difficulté la relation, le lien. Distanciation et rapprochement des voix, séparation et retrouvailles, fusion, accordage et dégroupement, etc. L'intériorisation musicale permet de faire face aux situations de deuil, séparation et de perte. Ulysse Arago nous illustre comment ici la musique transcende le vivant. Le matin, on était entre nous avec un formateur et l'après-midi, on a eu une petite heure ou deux où par groupe, on allait dans les chambres et on testait en fait, on essayait d'apprendre. Et on était là, fermé dans une chambre avec une petite mamie qui était branchée de partout et qui était super contente. Et en fait, on jouait des petites pièces, des petits morceaux et elle voulait jamais qu'on s'arrête. Et mais continuez. Puis elle avait un truc qui permettait de respirer, une trachéotomie là. Et elle enlevait pour pouvoir parler, puis elle oubliait, ça sonnait de partout, ça bipait, et en fait c'est du coup les personnes qui nous accompagnaient, qui nous aidaient, en fait maintenant c'est souvent comme ça, qui nous aident à dire non mais maintenant il faudrait laisser pour d'autres personnes. Retour très sincère, c'est très vrai. Et de voir soit il continue à fanfaronner, soit il s'effondre parce que d'un coup il se passe quelque chose et puis et là on a vraiment voilà, on n'est pas le rapport bravo monsieur, merci puis on salue et tout ça, c'est un rapport on vient pour les gens et puis il y a la sincérité, du vrai. C'est pas la vie de tous les jours, donc c'est la maladie, c'est la mort, c'est plein de choses qu'on rejette un petit peu. Donc là, c'est faire face à ça et le faire oublier aux personnes, aux patients qui le vivent. Donc c'est vraiment un environnement particulier. Maintenant que la rencontre a pris forme, faisons appel à l'expression de soi et de l'autre
Transportons-nous vers un temps de bien-être, ou peut-être de mieux-être, car quoi de mieux qu'un espace pour le patient pour pouvoir s'exprimer, et d'un concert pour le musicien pour s'y sublimer. Je t'attrape, je t'écharpe. Harpe, tu me rappes le bout des doigts, mais j'ai pas d'écharde. Harpe, harpon, harpie, harmonique, feu d'artifice. Harpe, harpiste en piste, harmonise ta mélodie. La 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 la. C'était Au rythme de la maladie, avec la participation d'Ulysse Arago, Christine Mérienne et Lara Wakin. Voix de Prosper, Anne et Selma. Encadrement de Madame Leborgne avec le soutien de l'association Psycli. À très vite pour le prochain épisode de Au rythme de la maladie.